Pendant une brève période, à la fin des années 80 et au début des années 90, Steven Seagal, ceinture noire d'aïkido et star de films de série B, semblait prêt à rejoindre les rangs des héros d'action comme Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Ses débuts en 1988 dans Above the Law étaient prometteurs et Under Siege en 1992 était un solide film d'action. Cependant, Seagal a fait plus pour se ridiculiser lui-même que pour être pris au sérieux en tant qu'acteur. Vous n'avez pas besoin de regarder ces films pour comprendre pourquoi. Votre temps serait mieux employé ici. C'est l'histoire de l'ascension et de la chute de Steven Seagal, sa carrière d'acteur. Les années 80 ont vu l'essor des stars d'action de films de série B qui détruisaient des entrepôts remplis de méchants avec une visée médiocre, comme le décrit Hollywood Insider. Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone étaient les noms les plus notables, mais Jean-Claude Van Damme et Chuck Norris étaient également dans la course. En 1988, un nouveau nom a rejoint ses rangs, Steven Seagal, qui a joué et coécrit le thriller policier Above the Law, via IMDb. L'histoire suit Nico Toscani, interprété par Seagal, un ancien agent de la CIA qui utilise ses compétences en arts martiaux pour aider les policiers de Chicago à démanteler un réseau de drogue lourdement armé. Le film n'a pas été un succès critique. Rotten Tomatoes lui donne une note mitigée de 50% basée sur 20 critiques, mais il reste l'un des travaux les plus connus de Seagal. Plus important encore, il a effectivement lancé sa carrière, l'établissant comme un acteur au visage taillé au couteau, sans compromis. Roger Ebert a donné au film 3 étoiles et a loué Seagal, notant « Il a une présence à l'écran forte et particulière. Il est évident qu'il réalise beaucoup de ses propres cascades et certaines séquences de combat sont impressionnantes et authentiques. Il n'est pas seulement un beau gosse non plus. Il peut jouer tendre et il peut jouer intelligent, 2 notes souvent absentes des accordéons de Bronson et Stallone. » Le succès de Above the Law a mis Steven Seagal sur la carte, mais ce succès est arrivé en 1988, alors que le genre des films d'action de série B était en déclin. Au moment où il a atteint le sommet au début des années 90, la folie s'essoufflait, comme le décrit The New York Times. Cependant, il avait encore un film remarquable, Under Siege, en 1992, avec un casting de stars. Seagal y incarne Casey Ryback, un Navy SEAL devenu chef cuisinier qui déjoue un complot terroriste et son complice interne. La prise de contrôle de l'USS Missouri par les méchants se passe bien au début, jusqu'à ce qu'ils réalisent que Ryback élimine discrètement leur complice, menant à une confrontation finale épique. Roger Ebert, dans sa critique de 3 étoiles, l'a qualifié de Die Hard en mer. Son déclin a commencé lorsque Warner Bros. A choisi de ne pas renouveler son contrat après un accord de 4 films. Depuis lors, Seagal a joué dans des dizaines de films, principalement de type direct-to-video, dont beaucoup sont passés inaperçus. Des titres comme Half Past Dead, Out for a Kill, Mercenary for Justice et Force of Execution ne sont que quelques-uns des nombreux films d'action qu'il a sortis, le plus récent étant Beyond the Law, en 2019. Ces films, notables pour leurs titres génériques, partagent également la particularité d'avoir de faibles scores sur Rotten Tomatoes, beaucoup étant bien en dessous de 50% et plusieurs obtenant un lamentable 0. Curieusement, Seagal a eu une chance de revenir au succès grand public avec la franchise The Expendables de Sylvester Stallone. Stallone lui-même a confirmé que des discussions étaient en cours lorsqu'il a tweeté « Just talked to Steven S. in Moscow. He wants to be in EX3, if the part fits. » Cependant, Seagal n'est jamais apparu dans le film, déclarant plus tard au Big Issue « Je n'aimais tout simplement pas certaines personnes impliquées. » Bien qu'il n'ait pas précisé de nom, il est intéressant de noter que l'un des producteurs des films The Expendables, Avi Lerner, a poursuivi Seagal pour 14 millions de dollars en 2005. Le procès alléguait que les retards chroniques de Seagal, son insistance à réécrire des scènes et à permettre à son entourage d'interférer avec le tournage avaient causé des retards importants dans la production.
sa carrière musicale. Au milieu des années 2000, Steven Seagal a dévoilé son côté musical avec la sortie de son premier album Songs from the Crystal Cave, mettant en avant son amour pour la musique blues à base de guitare. Étonnamment, il a réussi à inviter Stevie Wonder comme guest star, ce dernier fournissant des chœurs et un solo d'harmonica sur la piste My God. Seagal est ensuite retourné en studio et a sorti son deuxième album, Mojo Priest. Le critique Tom Jurek a examiné l'album pour AllMusic, déclarant « Toute cette musique se prend tellement au sérieux qu'elle frôle l'excès délirant. » En ce qui concerne les compétences de Seagal à la guitare, Jurek a noté « Cela dépasse rarement le niveau d'un groupe de bar, et la plupart du temps, ce n'est même pas bon. » Cependant, tout comme pour sa carrière cinématographique, les mauvaises critiques n'ont pas découragé Seagal et son groupe d'accompagnement, Thunderbox, de continuer à se produire. En matière de guitare, Seagal fait face au défi de choisir laquelle jouer parmi sa vaste collection d'environ 300 guitares. « Je collectionne les guitares parce que je suis un joueur sérieux et je joue depuis que je suis enfant », a-t-il déclaré dans une interview sur History Channel. Parmi sa collection se trouvent des guitares ayant appartenu à des artistes notables tels que Lenny Kravitz, Jimi Hendrix et Stevie Ray Vaughan. De plus, Seagal possède 4 guitares signées par la légende du blues B.B. King, sa boisson énergisante et son roman. En 2005, Steven Seagal s'est aventuré dans l'industrie des boissons avec sa propre boisson énergisante, Steven Seagal's Lightning Bolt. Commercialisée comme un produit unique, infusé de baies de goji tibétaine et de cordyceps asiatique, elle offrait des saveurs telles que Cherry Charge et Asian Experience. Les publicités pour la boisson, rapportées par BevNet et Adweek, étaient extravagantes, positionnant Lightning Bolt comme une source d'immenses pouvoirs naturels, semblable à un éclair de foudre dans la nature. Les publicités mettant en vedette Seagal, dont une où il interagit avec une femme en russe près d'une piscine prétendument remplie de la boisson énergisante, ajoutaient à son allure excentrique. Malgré le battage médiatique initial et les efforts de marketing, Lightning Bolt n'a pas réussi à maintenir son élan et a rapidement disparu des étagères, reflétant le succès mitigé de Seagal dans d'autres entreprises comme ses émissions de télévision. Aujourd'hui, les canettes de Lightning Bolt sont des objets de collection rares, atteignant des prix allant jusqu'à 1 500 $ sur eBay. Dans le domaine littéraire, Seagal a coécrit un roman la même année, intitulé The Way of the Shadow Wolves, The Deep State and the Hijacking of America, avec Tom Morrissey. Le roman explore une conspiration impliquant des terroristes islamiques, des cartels de drogue mexicains et un prétendu État profond orchestrant la chute de l'Amérique. L'intrigue culmine avec une représentation dramatique de l'ancien président Barack Obama sous un jour vilain, accompagné d'affirmations de troubles politiques financés par des forces externes. Avec une préface de la figure controversée Joe Arpaio, le roman a attiré l'attention mais n'a pas atteint une reconnaissance ou un succès de vente important. Mensonge après mensonge. Dans une interview avec le magazine d'arts martiaux Black Belt, l'acteur Steven Seagal a affirmé être un élève du maître Ueshiba Morihei, le père de l'aïkido. Cependant, cette affirmation a été rapidement démentie par les lecteurs, car en réalité, le maître Ueshiba Morihei est décédé en 1969, alors que Steven Seagal n'avait que 17 ans. Selon les archives, Steven Seagal n'est arrivé au Japon qu'en 1971. En fait, Seagal n'avait pas besoin de mentir. Il était élève au dojo du maître Koichi Tohei, qui était un élève direct du maître Ueshiba Morihei et le fondateur du Ki-Aikido. Beaucoup pensent que la réputation de Koichi Tohei aurait suffi à élever le statut de Seagal sans qu'il ait besoin de prétendre faussement être un élève d'Ueshiba Morihei. Un autre mensonge flagrant était l'affirmation de Seagal d'être un expert renommé en évaluation de sabres japonais, reconnu par de nombreuses maisons de vente aux enchères.
Ce métier professionnel au Japon nécessite des certifications et des licences délivrées par le gouvernement et des associations professionnelles. Comme Steven Seagal n'a jamais eu de telle certification, il ne pouvait légitimement prétendre être un expert en évaluation de sabre. Heureusement, l'acteur ne s'est vanté que devant la presse et non devant les maisons de vente aux enchères. S'il l'avait fait, il aurait pu être poursuivi et condamné à une amende par le gouvernement japonais. Il est certain que Steven Seagal a tiré profit de ces fausses affirmations concernant sa connexion avec la CIA. Il a été le premier étranger à enseigner dans un dojo au Japon, et la plupart de ses élèves étaient des soldats et des diplomates américains stationnés à Osaka, dont beaucoup étaient des espions américains. C'est cette porte qui a ouvert la connexion de Seagal avec la CIA. Selon des documents de renseignement déclassifiés, l'artiste martial a travaillé comme interprète et conseiller culturel, aidant les agents de la CIA à établir des relations au Japon. La connexion de Seagal avec le monde du renseignement s'arrête là, mais il l'exagère souvent. Dans une interview avec le LA Times, Seagal a affirmé avoir participé à une mission pour sauver la famille du dernier Shah d'Iran. Il l'a décrite ainsi: « Les rebelles étaient incroyablement brutaux. Ils décapitaient les gens en plein jour. Nous avons dû déguiser chaque membre de la famille royale pour les amener à l'aéroport et les faire monter dans un avion pour Paris. Un des neveux du Shah a refusé de partir, alors nous avons dû l'assommer et le mettre dans la voiture. À mi-chemin, il s'est réveillé et a exigé de retourner. Nous n'avons eu d'autre choix que de le laisser sortir de la voiture. Cet après-midi-là, il a été abattu. » Selon Seagal, il a également participé à la protection d'autres personnalités éminentes, telles que Feu l'archevêque Desmond Tutu d'Afrique du Sud et Feu le président Anouar el-Sadaté d'Égypte. Cependant, en réalité, ces événements n'ont jamais eu lieu. Ce sont des missions critiques assignées uniquement aux agents officiels de la CIA et au personnel du département d'État américain, pas à un acteur. Quelqu'un sans expérience dans les domaines militaires, policiers ou diplomatiques comme Seagal n'aurait certainement pas été impliqué dans des tâches aussi importantes qu'il le prétendait. Dès le début, il était clair que Seagal fabriquait des histoires pour accroître sa propre renommée. Doute sur ses capacités martiales. Dès le début, Steven Seagal a construit son personnage à l'écran autour de ses compétences en combat, et toute personne familière avec Seagal sait qu'il ne fait pas que jouer la comédie en matière d'arts martiaux. Selon TV Overmind, Seagal détient une ceinture noire en Aïkido, un art martial relativement moderne. Dans sa pratique de l'aïkido, Seagal se concentre sur l'utilisation de l'énergie et des mouvements de l'adversaire pour exécuter des projections et manipuler les articulations, plutôt que de s'appuyer sur des coups de pied élevés ou des acrobaties. Cette approche met l'accent sur le combat rapproché et le contrôle des adversaires par des techniques de grappling, façonnant son style de combat distinctif à l'écran. Dans les interviews, Seagal a exprimé une préférence pour montrer des techniques d'aïkido dans ses films, les jugeant efficaces pour l'autodéfense et visuellement captivantes pour le public. Cette préférence, influencée par ses racines profondes et sa formation en aïkido, explique pourquoi ces scènes de combat comportent souvent peu de coups de pied par rapport à d'autres styles d'arts martiaux. En fin de compte, la décision de Seagal de mettre en avant les techniques d'aïkido dans ses films reflète son expertise en arts martiaux, ses choix artistiques personnels et son dévouement à montrer la praticité et l'esthétique de l'aïkido à l'écran. Le problème, cependant, est que l'aïkido n'est pas particulièrement bien considéré au sein de la communauté des arts martiaux. Way of Martial Arts note que l'aïkido met l'accent sur la pleine conscience et la défense passive plutôt que sur l'offensive agressive. Cette approche philosophique de l'harmonie et de l'altruisme semble une correspondance étrange pour l'image macho de Seagal. La plupart de ces scènes de combat le montrent en train de dévier plutôt que d'attaquer, ce qui s'aligne avec la nature défensive de l'aïkido. Dans une bagarre de rue, le style réactionnaire de l'aïkido est principalement efficace uniquement contre des adversaires non entraînés. Vous pouvez observer un changement soudain dans l'apparence et la coiffure de Steven Seagal lorsque la caméra le capture de dos.
C'est parce que Seagal ne se contente pas d'éviter de réaliser ses propres cascades, il délègue également ses mouvements et actions à des doublures. Cependant, il est important de noter que Seagal n'a pas complètement abandonné les arts martiaux. Souvent, ils intègrent des scènes de lui gesticulant ou paraissant mécontent avec des séquences d'autres personnes dans les scènes d'action. Le scepticisme quant aux compétences martiales de Seagal a longtemps existé au sein de la communauté des arts martiaux. Au cours de sa montée en célébrité, beaucoup ont mis en doute ses capacités. Dans un numéro de juin 1992 du magazine Black Belt, publié la même année que son film à succès Under Siege, selon IMDb, un groupe de maîtres de karaté et de kickboxing sceptiques ont tenté d'organiser un combat avec Seagal pour le démasquer en tant qu'imposteur. Malheureusement, ce défi n'a jamais vu le jour. Conspiration réincarnée. À la fin des années 1990, Steven Seagal s'est plongé profondément dans le bouddhisme tibétain, allant au-delà de la fascination typique d'Hollywood. Il s'est vu décerner le titre de Tulku, le désignant comme un lama réincarné qui avait été un maître spirituel dans une vie antérieure par Penor Rinpoché, alors chef suprême de l'école Nyingma du bouddhisme tibétain. Cependant, le nouveau statut de Seagal, en tant que figure spirituelle reconnue, a suscité des inquiétudes chez certains, notamment Ghanen Turman, directeur des projets de spéciaux à la Tibet House de New York, et frère d'Uma Thurman. Dans une interview de 2012, Thurman a exprimé son scepticisme quant aux circonstances dans lesquelles Seagal a obtenu son statut de Tulku, déclarant « Je n'ai pas étudié cela, mais je suis curieux de savoir dans quelles conditions ou termes il a reçu ce statut. Cela me préoccupe. » Lors de cette même interview, Seagal, qui animait un séminaire de 3 jours sur le bouddhisme tibétain avec un tarif de $700 par personne, a laissé entendre que son implication dans le bouddhisme avait contribué à ralentir sa carrière cinématographique. Il a déclaré « Les studios savent exactement ce qu'ils veulent. Des combats. En devenant un lama, j'ai dû établir une ligne que je ne pouvais pas franchir, et j'ai pris 2 ans de congé par conséquent. » La reconnaissance de Seagal en tant que Tulku a suscité la controverse au sein des communautés bouddhistes américaines et a enflammé les débats en ligne sur la possibilité d'obtenir des titres tibétains moyennant des contributions financières. La publiciste de Seagal, Michelle Bega, a refuté toute allégation selon laquelle son élévation était liée à des dons financiers. Selon Khenpo Tsewang Gyatso, le représentant principal de Penor Rinpoché aux États-Unis, la reconnaissance de Seagal découle d'une réunion tenue l'année précédente à Los Angeles entre l'acteur et le chef spirituel. Seagal a exprimé le désir d'approfondir sa compréhension du Dharma, a déclaré Gyatso. En février, Seagal s'est rendu en Inde, où Penor Rinpoché a célébré des cérémonies au monastère de Namdroling, reconnaissant officiellement Seagal comme Tulku et Terton, indiquant quelqu'un ayant une compréhension spéciale des enseignements fondamentaux du bouddhisme tibétain. Gyatso a précisé qu'il n'était pas au courant des contributions financières que Seagal aurait pu faire à l'école bouddhiste de Penor Rinpoché. J'ai un grand respect pour Penor Rinpoché, mais je trouve quand même cette situation quelque peu douteuse, a commenté un pratiquant bouddhiste. Accorder le titre de Tulku, surtout à un Américain riche et célèbre, semble similaire à une transaction financière. Son spectacle scandaleux. Au début des années 2010, Steven Seagal a déplacé son attention du bouddhisme tibétain à l'application de la loi, marquant une transition notable dans sa carrière. Ce changement s'est manifesté en 2009 avec le lancement de Steven Seagal, Lawman, une émission de télé-réalité sur ANU révélant le côté caché de Seagal combattant le crime en tant que shérif adjoint au département de police du comté de Jefferson en Louisiane. L'émission a débuté en force, atteignant des records d'audience lors de sa première sur A&E. Cependant, elle a rapidement été confrontée à la controverse lorsque Kayden Nguyen a intenté un procès pour harcèlement sexuel de $1 million contre Seagal, alléguant un comportement inapproprié alors qu'elle travaillait comme son assistante personnelle.
Malgré le rejet ultérieur de l'affaire, Seagal a démissionné de ses fonctions, entraînant l'arrêt de la production de l'émission. Parallèlement, Seagal a également été shérif adjoint dans le comté de Maricopa, en Arizona, sous le controversé shérif Joe Arpaio. La deuxième saison de Lawman a été déplacée en Arizona, où les tactiques agressives de Seagal lors d'une descente ont conduit à un autre procès lorsqu'un chiot a été tué. Ce procès a également été rejeté, mais A&E a décidé de retirer Steven Seagal, Lawman, de sa grille horaire après la deuxième saison. L'émission a brièvement continué pour une troisième et dernière saison sur Reelz Channel. À la suite de la troisième saison, Reelz Channel a développé une nouvelle série dramatique intitulée True Justice, qui a été diffusée en 2012. Seagal y jouait Elijah Kane, dirigeant une unité d'élite de policiers infiltrés à Seattle. Malgré devenir la série la plus regardée de Reelz Channel avec 1,2 million de téléspectateurs, True Justice a été annulée après sa deuxième saison. Seagal envisageait True Justice comme une représentation réaliste de l'application de la loi, s'inspirant de ses vastes expériences réelles, malgré le tournage de la série à Vancouver, et non à Seattle. Il a souligné son implication dans la création et l'écriture de la série, visant à capturer l'authenticité basée sur ses années en tant que quasi-shérif adjoint dans différentes localités américaines. Bien que True Justice ait connu un succès initial, son annulation a marqué le retour de Seagal à des films d'action sortis directement en vidéo. De nombreuses allégations de comportements répréhensibles. Tout au long de sa carrière hollywoodienne, Steven Seagal a été régulièrement accusé de comportements sexuels répréhensibles. Plusieurs femmes ont partagé des récits allant du harcèlement sexuel à des accusations d'agression sexuelle. L'une des accusations émanait de Rachel Grant, une James Bond girl dans Meurt un autre jour, qui a affirmé que Seagal avait baissé son haut et l'avait forcé sur son lit dans une chambre d'hôtel en 2002. Elle a déclaré qu'après avoir repoussé ses avances, elle n'a pas obtenu le rôle pour lequel elle avait auditionné dans Out for a Kill. Dans un autre incident, Jenny McCarthy a décrit une expérience lors de son audition pour Piège en haute mer 2, où Seagal aurait demandé qu'elle se déshabille et l'aurait attrapée lorsqu'elle a protesté. En 2010, Seagal a été poursuivi par Kayden Nguyen, qui a affirmé qu'il avait tenté de la toucher de force à plusieurs reprises et l'avait droguée de force. Nguyen a également accusé Seagal de trafic sexuel, affirmant qu'il avait fait venir de jeunes femmes russes pour s'occuper de lui 24 heures sur 24. Regina Simmons, qui travaillait comme figurante sur le film de Seagal de 1994, Piège en eau trouble, l'a accusé de l'avoir agressé lors d'une fête de fin de tournage chez lui à Beverly Hills. Simmons a décrit l'événement comme une expérience traumatisante où elle a été agressée sexuellement. Le mannequin néerlandais Fabiola Dadis a également accusé Seagal d'agression sexuelle lors d'une audition en 2002. Elle a affirmé que Seagal l'avait tripotée lors de ce qui aurait dû être une réunion professionnelle. D'autres actrices notables, comme Portia de Rossi et Juliana Margulis, ont également fait part de leurs propres accusations contre Seagal. De Rossi a tweeté que Seagal s'était exhibé devant elle lors d'une réunion, tandis que Margulis a raconté une rencontre troublante impliquant une arme lors d'une audition. Lors d'une interview télévisée avec BBC Newsnight, interrogé sur ces allégations, Seagal a brusquement quitté l'interview sans répondre. Ces accusations ont eu un impact significatif sur la carrière et l'image publique de Seagal. Il est essentiel de reconnaître le courage de ceux et celles qui ont témoigné de telles expériences et de veiller à ce que ces accusations soient traitées avec le sérieux qu'elles méritent. Mauvaise réputation. Au cours de sa carrière dans le showbiz qui s'étend des années 1980 à nos jours, Steven Seagal s'est forgé une réputation tristement célèbre. Les histoires abondent sur le fait que Seagal est difficile à travailler, souligné par son désastreux passage en tant qu'animateur de Saturday Night Live en 1991, largement considéré comme l'un des pires de l'histoire de l'émission.
Seagal a pris les rênes de l'animation le 20 avril 1991, livrant une performance tellement douloureusement embarrassante que même Lorne Michaels, connu pour ses standards stricts, l'a qualifié de « pire hôte jamais vu ». Une condamnation sévère, compte tenu de l'histoire de l'émission. À l'époque, Seagal était une figure majeure d'Hollywood, mais sa présence a été un flop en raison de son personnage inadapté au format comique centré sur la satire. Le sérieux et la concentration de Seagal sur les arts martiaux ont été en décalage avec le format comique des sketchs, résultant en des sketchs maladroits et pas drôles du tout. Son attitude critique envers le casting et les scénaristes a encore plus tendu les relations, comme l'a rappelé l'ancien membre du casting Tim Meadows, se souvenant de la tendance de Seagal à dénigrer les autres tout en s'attendant à leur soutien continu. L'épisode de Seagal a même été censuré sur Netflix, une mesure rare soulignant sa nature embarrassante. Malgré les conséquences, Michaels a finalement adouci sa position, attribuant le désastre à une semaine de défis de production globaux plutôt qu'à Seagal seul. En dehors de SNL, le comportement de Seagal sur les plateaux de cinéma a également été critiqué. L'acteur Stephen Tobolowsky a raconté des changements chaotiques de scénario pendant L'évadé de Los Angeles, tandis que John Leguizamo a décrit une altercation physique avec Seagal sur le tournage de Piège en haute mer, où l'attitude autoritaire de Seagal aurait viré à la violence. Procès. L'incursion de Steven Seagal dans l'application de la loi et la crypto-monnaie a entraîné d'importantes controverses et ennuis juridiques. Connu pour son rôle dans Steven Seagal Lawman, Seagal se présente comme un officier dur traitant des crimes sérieux, pas des affaires mineures comme les infractions routières. Dans un incident tristement célèbre, Seagal et une équipe SWAT ont perquisitionné chez Jesus Sanchez Llovera, accusé de cruauté envers les animaux. L'opération, capturée dans une vidéo promotionnelle, a impliqué des véhicules blindés et des équipements anti-émeutes complets, entraînant la mort accidentelle de plus de 100 poulets et la perte tragique du chiot de la famille de Llovera. Llovera a demandé 100 000 $ de dommages et intérêts ainsi qu'une excuse écrite de Seagal pour l'incident, soulignant la nature excessive et destructrice du raid. Dans une autre entreprise controversée, Seagal est devenu l'ambassadeur de marque de Bitcoin de Gen, une société de crypto-monnaie, en 2018. Il a promu l'entreprise sur les réseaux sociaux sans mentionner qu'il avait reçu 250 000 $ en espèces et 750 000 $ en crypto-monnaie pour ses endorsements. Cette omission a entraîné des conséquences juridiques lorsque la Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis a exposé Bitcoin to Gen comme une arnaque ayant fraudé près de 500 investisseurs d'environ 11 millions de $. Seagal a fait face à des accusations et a finalement réglé l'affaire, acceptant de payer 314 000 $ d'amende. Le porte-parole de Seagal l'a défendu, affirmant que Seagal n'était pas au courant des activités frauduleuses de l'entreprise et considérait son rôle comme un contrat d'endorsement typique de célébrité. Malgré la controverse, Seagal a exprimé son soulagement de passer à autre chose après cet incident et de continuer sa carrière en tant qu'acteur, musicien, artiste martial et diplomate. Étrange relation avec Poutine. La Russie a fait face à une condamnation quasi universelle après le lancement de son invasion de l'Ukraine en février 2022. Alors que les sanctions internationales et l'isolement frappaient durement, la Russie n'était pas entièrement dépourvue d'alliés. Steven Seagal, acteur de cinéma dont le film le plus réussi, Piège en haute mer, était sorti 30 ans plus tôt, a maintenu une position publique amicale envers Vladimir Poutine de la Russie, une position controversée même avant la guerre. En 2016, Seagal a reçu la citoyenneté russe personnellement de Vladimir Poutine lors d'une cérémonie spéciale. Cela a conduit à ce que l'Ukraine interdise à Seagal d'entrer sur son territoire en 2017 pour 5 ans. Moscou a fait l'éloge de la citoyenneté russe de Seagal comme un pas vers la normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis.
En 2018, Seagal a été nommé représentant spécial du ministère russe des Affaires étrangères pour aider à améliorer les relations avec les États-Unis. Selon Newsweek, Seagal a des liens concrets avec le Kremlin. Malgré des rumeurs virales suggérant qu'il était sur le terrain dans l'est de l'Ukraine combattant avec les Russes, Seagal entretient une relation avec la Russie depuis des décennies et était resté ferme dans son soutien après le début de l'invasion. En fait, sa chaleur envers le régime de Poutine n'a fait que croître. Dans une vidéo d'avril 2022 sur Twitter, on voit Seagal faire un discours motivant à des hauts responsables russes. De plus, un autre article de Newsweek a rapporté que Seagal a condamné l'utilisation par l'Ukraine du HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, une arme puissante fournie aux défenseurs, et a répété les points de vue russes sur la nécessité de dénazifier l'Ukraine par l'invasion. En octobre 2022, Seagal a souhaité un joyeux anniversaire à Poutine sur Instagram, déclarant sans sarcasme « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président Poutine. Je pense simplement que nous vivons actuellement des temps très difficiles. Il est l'un des plus grands dirigeants mondiaux et l'un des plus grands présidents du monde. » Poutine a rapidement utilisé Seagal comme un atout de propagande. Avant d'obtenir la citoyenneté russe, Seagal, âgé de 69 ans, a été chargé de former les forces spéciales serbes à l'aïkido et à d'autres arts martiaux. Il a également accepté un passeport serbe en 2016. Seagal a été un partisan vocal de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a rejeté les allégations d'ingérence russe dans les élections américaines de 2016, affirmant « Pour quiconque pense que Vladimir Poutine avait quelque chose à voir avec le trucage des élections ou même que les Russes ont ce genre de technologie, c'est stupide. » Seagal a toujours soutenu Poutine tout au long de l'invasion de l'Ukraine par le président russe, qui a commencé en février 2022. Poutine a reconnu ce soutien en février 2023 en décernant à l'acteur la médaille de l'Ordre de l'Amitié pour ses contributions à la Russie, qu'il ne semble pas être rémunéré pour ce titre. Selon une annonce gouvernementale, la médaille a été remise à Seagal pour sa grande contribution au développement de la coopération culturelle et humanitaire internationale. Quelques semaines après avoir reçu la récompense, le natif du Michigan, Seagal, s'est décrit comme 1 million% russe lors d'un événement à Moscou. En 2021, Seagal a rejoint le parti Just Russia pour promouvoir sa plateforme de justice environnementale contre les entreprises nuisant à l'environnement en Russie. Seagal et Poutine seraient proches, souvent présents ensemble lors d'expositions d'arts martiaux, et Seagal était présent à la dernière inauguration présidentielle de Poutine. Poutine a utilisé Seagal comme un atout de propagande dans la guerre en Ukraine, Seagal renvoyant aux affirmations du Kremlin sur des événements comme le bombardement d'un camp de prison que la Russie affirme avoir été bombardé par l'Ukraine, tuant autant que 200 soldats prisonniers. Ironiquement, les Russes étaient souvent représentés comme des méchants dans les films de Seagal, souvent en tant que barons de la drogue et gangsters, tandis que les personnages de Seagal étaient généralement des agents de la CIA opposés au KGB russe. Seagal n'a pas renoncé à sa citoyenneté américaine, peut-être pour se protéger contre un éventuel futur conflit avec Poutine. S'il devait retourner aux États-Unis, il pourrait faire face à des problèmes juridiques, y compris une arrestation potentielle pour non-paiement de son règlement avec la SEC. Dans une interview de 2018 avec BBC Newsnight, qu'il a brusquement interrompu à la suite de questions sur des allégations d'agression sexuelle, Steven Seagal a tenté de présenter son rôle diplomatique comme un effort patriotique. « J'aime l'Amérique, j'aime la Russie, et je travaille dur pour favoriser des discussions plus significatives et améliorer les relations », a-t-il affirmé. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, Seagal a reconnu que son rôle diplomatique devrait probablement s'adapter compte tenu des relations russo-américaines tendues. S'adressant à RIA Novosti, il a déclaré « Comme vous le savez, les relations entre les États-Unis et la Russie sont très tendues. Il y a des discussions sur l'adaptation de mon rôle en fonction des missions précédentes. » Banni de l'Ukraine. Grâce à sa relation étroite avec le leader russe Vladimir Poutine, Steven Seagal n'est pas particulièrement populaire en Ukraine.
Cela est devenu évident en 2017 lorsque le citoyen russe fraîchement minted a été étiqueté comme une menace pour la sécurité nationale par le gouvernement ukrainien et interdit d'entrer dans le pays pendant 5 ans. Il existe une lettre publiée par le service de sécurité de l'Ukraine, SBU, expliquant les circonstances du bannissement de Sigal. La décision d'interdire l'entrée en Ukraine est prise s'il existe des informations suffisantes, obtenues conformément à la loi, concernant le fait qu'il a commis un acte socialement dangereux, indépendamment du territoire où il a été commis, qui va à l'encontre des intérêts assurant la sécurité de l'Ukraine, dont la prévention, l'identification, la résiliation et la divulgation relèvent de la compétence du SBU, indique la lettre. Au fil des décennies qui ont suivi, la carrière de Sigal a régulièrement décliné, entachée par la controverse, des allégations de graves inconduites envers les femmes, sa proximité avec des leaders mondiaux notoires, et même des accusations criminelles liées à un schéma de crypto-monnaie douteux. Ce ne sont là que quelques-uns des événements notables qui ont contribué à sa montée et sa chute tumultueuse. Restez connectés et consultez notre dernière vidéo sur d'autres célébrités. Abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.